On est à 10 minutes, 12 minutes pour les questions. Moi j'ai une question qui m'inquiète, c'est que toutes les fois que le président de la SN s'est exprimé sur Astrid, il s'est exprimé de façon assez négative. C'est-à-dire, en gros, il disait on n'a pas de garantie sur l'inspection service. Et tant qu'on n'aura pas de garantie sur l'inspection et service, on ne donnera pas l'autorisation de faire Astrid. Donc là, je vois qu'il y a des travaux sur l'inspection en service. Donc je ne comprends pas bien la réaction du président de la SN compte tenu de ce que vous avez fait sur ces problèmes d'inspection en service. Donc je vous pose la question, où on en est aujourd'hui de la relation entre les concepteurs d'Astrid, l'IRSN et la SN. Parce que c'est la clé. Tant qu'on n'aura pas le feu vert de la SN, on ne pourra rien faire. Alors, je peux donner quelque chose, c'est pour ça que Jérémy est transparent. En fait, l'ASN, c'est... je vais vous raconter ce qu'on est en train de faire avec eux, mais déjà pour répondre à la question, je ne suis pas choqué par ce qu'aura dit l'ASN, parce que l'ASN n'a aucun élément de détail sur la conception d'Astrid et sur le programme de R&D d'Astrid. À ce jour... Pourquoi devait-il parler comme ça? Je laisse ça, la responsabilité. Je veux dire que je ne peux pas interdire à quelqu'un de parler. Voilà. Donc, mais qu'est-ce que l'on a fait avec l'ASN aujourd'hui? Il y a des hauts fonctionnaires qui parlent trop. C'est pas la question. Ce qu'on a avec eux, avec l'IRSN et l'ASN, depuis 2010, on a mis en place un groupe de travail. Ce groupe de travail se réunit au rythme de la disponibilité des uns et des autres, parce que l'ASN et l'IRSN ont d'autres priorités avec que Astrid aujourd'hui quand même à traiter, avec le PR, etc. On a transmis en 2012 un dossier dit d'orientation de sûreté. Ce dossier, c'est une nouveauté, ça n'existe pas. C'est avant le dossier d'option de sûreté. On a expliqué à l'ASN, on leur avait remis dès 2010 un ensemble de rapports, et de prise en compte de l'analyse du retour d'expérience de Phoenix, Super Phoenix et tout. On a écrit à l'ASN, voilà comment on l'a pris en compte à la conception, nos orientations de conception. Ça a fait l'objet d'un groupe permanent, ça a fait l'objet d'un avis de l'ASN, qui est public, qui a été signé le 14 avril 2014. C'était le jour du groupe permanent sur les 6 filières. Dans lequel M. Niel signe qu'on a bien pris en compte le retour d'expérience, donc en tant que directeur général de l'ASN, bien pris en compte le retour d'expérience. Il nous fait une liste de demandes, c'est normal, puisqu'il n'a pas toutes les infos sur la conception, ce qui est normal. On était simplement au début de la conception. L'étape suivante, c'est de préparer un dossier d'option de sûreté. Ce dossier d'option de sûreté, en fait, on a reporté, on devait l'envoyer fin 2015, début 2016, mais on a décidé de le reporter après une réunion avec eux. Donc on leur a transmis un certain nombre d'informations sur les options de sûreté cette fois-ci, sur la méthodologie, mais par contre, la partie design, on l'a reportée parce qu'ils nous ont dit, vous avez 2 options sur le système de conversion d'énergie, on peut travailler que sur une seule, faites le choix et vous nous envoyez les éléments de conception quand vous aurez choisi. Et le choix a été reporté à fin 2017 du système de conversion d'énergie. Donc on a des réunions techniques sur des sujets de fond sur lesquels on sait qu'on a des désaccords. Comment on considère la démonstration d'élimination pratique, par exemple? La question du risque chimique. On a quand même le circuit secondaire qui est en sodium, mais il n'est pas, à part de l'activation par sodium 24, qui décroît très vite, il n'y a pas de risque nucléaire sur le circuit secondaire. Or, aujourd'hui, on a un débat. Et ce débat, il coûtera très cher, suivant comment il est conclu. Nous, on veut le traiter comme un risque purement chimique. C'est notre proposition. La SN souhaiterait qu'on traite comme si c'était du sodium primaire. Voilà. Donc, on a des sujets de fond sur lesquels on travaille avec eux. Et il est important d'y travailler dès maintenant parce que derrière, ça a des conséquences économiques. Voilà. Mais par contre, la SN aujourd'hui, par ces réunions, acquiert de l'information sur nos études de R&D et de conception. On a des réunions sur les accidents graves aussi. Mais par contre, on n'a pas la vision globale et cohérente de ce que l'on fait, puisqu'on ne leur a pas encore remis le dossier. Mais on a un jalonnement, en tous les cas, avec eux.
les technologies ont un seuil de coût minimum. Quand on choisit le concept de technologie, on choisit en quelque sorte aussi son seuil de coût. Est-ce qu'il y a une visibilité pour un réacteur commercial issu de cette filière pour pouvoir être moins cher que le charbon? Alors c'est une très bonne question parce qu'en plus, c'est pas la même position dans les différents pays là-dessus. Mais en France, je pense que, et aujourd'hui toutes les parties, EDF, Areva, NP, NC, CEA, sont d'accord pour dire qu'un réacteur à neutron rapide refroidi au sodium sera toujours plus cher qu'un réacteur à eau pressurisée. Toujours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question, elle n'est pas posée comme ça. La question, c'est, il y a un service par contre qui n'est pas le même. Un réacteur à neutron rapide, si c'est que pour produire de l'électricité, on fait des règles. C'est ça que ça veut dire. Là, c'est un service qui est sur le cycle, sur la gestion des matières. C'est de l'indépendance énergétique en partie aussi dont on parle, parce qu'on a des stocks en France. Ce dont je parle, c'est dans un contexte français. Dans un contexte comme la Chine, où ils n'ont pas de matière uranium au départ, et donc ils s'intéressent à la surgénération. Enfin, le contexte va varier selon les pays. Mais en France, on a des stocks d'uranium importants. On a un stock de plutonium significatif aussi. Donc, dans le contexte français, on est dans une stratégie de gestion de cette matière. Je suis d'accord que c'est une valeur que pour un REP, mais votre erreur est de comparer avec le REP. Votre concurrent, c'est le charbon. Alors, j'allais y venir. Mais je partais déjà, j'allais y venir. La question après, elle est... Et c'est pour ça que le marché de l'électricité, le marché de l'énergie, n'est pas un marché libéral en réalité. Dans aucun pays, il est libéral. En fait, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans les discussions? C'est est-ce qu'on met une taxe carbone ou pas? Et selon comment on la définit, ça définit de nouvelles règles. C'est-à-dire que le prix du charbon peut être tellement haut que les gens vont naturellement aller faire autre chose. Dans les règles actuelles, personne n'en fait économiquement, hein, des RNR. Mais ça dépend des règles. Aujourd'hui, on a des discussions avec la DGEC. On a les ENR aujourd'hui qui se déploient parce qu'elles sont subventionnées. Donc c'est un marché qui n'est pas basé sur des règles dites libérales. Elles ne sont pas cassées par le charbon. Non mais c'est ça, c'est un marché qui a ses règles, c'est les règles actuelles. Et ces règles, elles peuvent évoluer. C'est le législateur qui décidera des règles. Et la question, elle est là. C'est quoi? Est-ce que le service accordé par ce type de réacteur à neutrons rapide, enfin les réacteurs à neutrons rapides en général, hein, parce que dans ce cas-là, est-ce que apporte un bénéfice qui conduise à mettre des règles qui leur donnent une chance d'être sur le marché? C'est ça les questions. Grande question. Voilà. Et en fait, c'est dans ce cadre-là qu'il y a la comparaison avec le charbon. Aujourd'hui, il n'y a personne qui en construit des réacteurs à neutrons rapides dans le monde. Sauf pour des raisons, disons, en Inde, quand ils en construisent, elles ne sont pas sous contrôle de l'AIE. Oui, dans quelle mesure les Russes, donc, qui ont une bonne avance, acceptent-ils de partager leur expérience avec la France? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de partage. Alors, on a des relations régulières, mais il n'y a pas de partage, je dirais, de retour d'expérience réel. Ils n'ont rien à partager. Ils n'ont pas besoin de nous, les Russes. Oui, ils n'ont pas besoin. Donc, ils ont leur programme. Par contre, ils sont intéressés par certaines choses. Sur le réacteur, ils n'ont rien à apprendre de nous. Sur le cycle, ils ont sûrement des choses à apprendre de nous. Mais sur le réacteur, ils n'ont rien à apprendre de nous. Voilà. Donc, par contre, ils sont intéressés, on a des discussions, on a des programmes de R&D qu'on cofinance à 50-50 sur leur maquette critique. C'est de la R&D pour faire évoluer. Voilà. Mais il n'y a pas de relation au sens d'échange. On a pu visiter à fond BN600, on a pu avoir accès à des informations, mais voilà. On a le reste que tout le monde a dans le cadre des associations d'exploitants nucléaires. Mais dites-moi, est-ce que le BN600 et le BN800, c'est pas simplement des incinérateurs de PU? Parce que moi j'ai eu l'impression, au cours d'une conférence avec les Russes l'an dernier en Indonésie, qu'ils n'enrichissaient pas, enfin, ils ne transformaient pas de l'U-238 en PU, ils avaient simplement une protection
qui ne jouait pas la surgénération ou la régénération. Alors, déjà, il faut reprendre peut-être un peu l'histoire de BN 800. Parce que BN 600, voilà, c'est le plus vieux réacteur en exploitation. Il a été fait dans un certain contexte. BN 800 a été arrêté au moment où la construction avait commencé avant Tchernobyl. Donc c'est quand même un vieux réacteur, finalement, en termes de conception, qui a été repris dans le cadre des accords START. La construction a été autorisée par les Américains dans une logique de réduire le stock de plutonium militaire. C'est pour ça que BN 800 est un projet qui est politique, qui est porté dans un certain objectif. Donc il n'a pas vocation à... Donc c'est pour ça qu'ils ont autorisé la reconstruction et qu'ils ont relancé la construction de ce réacteur. Voilà. Et ils sont en train par contre de tester aujourd'hui, c'est un quart de cœur de combustible de type MOX, avec des quantités de plutonium plus importantes, puisque BN 800 fonctionne avec de l'uranium enrichi. C'est du combustible UOX. Donc ils sont en train de qualifier leur production, qu'ils sont en train de faire, de combustible UPU O2 avec 2 technologies différentes. Donc ils prévoient de passer à cette technologie-là sur BN 800, complètement, enfin à terme. On prend encore 4 questions, donc on les fait très courtes, je n'oublie personne. Une question très courte. Est-ce que vous avez quelques esquisses de calendrier sur la suite du déroulement du programme Astrid en termes de quand, fin d'études de projet, quelle durée de construction, d'études d'exploitation, et en gros, quand peut-on raisonnablement voir une échéance permettant d'accumuler un retour d'expérience significatif? Alors, oui, bien sûr, on a des plannings. Alors, ces plannings, ce sont des plannings faits par le CEA avec certaines hypothèses. Ces plannings en particulier considèrent qu'on passe d'une phase à une autre. C'est comme ça. Une phase à une autre après avoir atteint un niveau de définition ou certaines étapes. Donc ce planning, en fait, on l'a partagé avec EDF, on l'a partagé avec le Japon aussi, parce qu'on discute beaucoup avec le Japon comme partenaire de la construction. On leur a dit qu'il y a quand même, au niveau des investisseurs, il y a plusieurs optimisations possibles en termes d'analyse de risque investisseur et de tuilage de phase. Donc, en gros, on est un démarrage qui est entre deuxième partie des années 2030, aujourd'hui d'Astrid, en prenant en compte un retour d'expérience de construction en France, et puis avec les contraintes que l'on a aujourd'hui de construction, qui n'existent pas dans plein de pays. Voilà. Donc on est plutôt vers, on va dire, 2037, 2038, un démarrage d'Astrid. Derrière, EDF considère qu'avant de se lancer dans le réacteur commercial, donc EDF lancerait assez vite les études de conception du réacteur commercial, qui serait de l'ordre de 1000 MW électriques. Par contre, avant d'enclencher, je dirais, la construction elle-même, finalement, attendrait la première visite décennale d'Astrid. Parce que Astrid est là pour qualifier certaines innovations, regarder le retour d'expérience, l'opérabilité et tout. Donc ils attendraient la première visite décennale avant de lancer le chantier de construction lui-même. Voilà. Moi j'ai une question. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont bien discutées, sûr. et puis voilà, c'est des ordres de grandeur. J'ai une question sur l'opérabilité et les capacités, la prise en compte probable de l'évolution du marché d'électricité, qu'il soit subventionné ou pas, peu importe, avec la pénétration des renouvelables variables, qui fait que vraisemblablement les réacteurs auront de plus en plus besoin, qui que ce soit, d'avoir des capacités de suivi de charge, probablement ça sera imposé de fait, peu importe. Et donc comment est-ce que ça impacte votre R&D et vos solutions techniques par rapport au projet Astrid et aux suivants? Le cahier des charges intègre, dans la conception, la conception du combustible, intègre cette SAR. Alors par contre, on considère qu'il est possible que dans la première décennie, on demande une dérogation. Voilà. Ça fait partie des choses qui existent. Il y a des réacteurs qui ne font pas de suivi de charge aujourd'hui, il faut avoir en tête. Donc il est possible que... Voilà. Mais en tout cas, on intègre que le réacteur commercial devra le faire. Astrid est un démonstrateur technologique. Donc Astrid aura un décret spécifique en tant que réacteur de démonstration technologique. Donc il y a des choses dont il peut obtenir l'exonération. Mais en tous les cas, Astrid devra faire une démonstration du suivi de charge. Brièvement. Oui, brièvement.
Donc je voulais revenir sur le coût de l'électricité, sur la question posée par notre collègue. Je crois qu'actuellement, le coût de l'électricité, ça ne veut rien dire. Il est très très bas. Actuellement, vous pouvez acheter votre électricité, toute votre électricité de 2020 sur le marché spot aux alentours de 2,5 centimes. C'est à peu près le prix actuel. Il faut savoir que vous le payez, vous, en tant que particulier, 14 centimes. Donc il y a un énorme écart. De ces 2,5 centimes, il faut en rajouter un pour les traders et autres, donc pour rémunérer le marché. Ensuite, vous doublez pour le transport. Et ensuite, vous avez les taxes. Et les taxes, en France, on le dit, le prix de l'électricité est très bas. Malgré tout, les taxes, c'est plus de 50%, ça doit être 60%. Vous payez la retraite des électriciens, vous payez, et oui, vous le faites, même si c'est, je suis désolé pour les quelques électriciens ici, même si c'est relativement faible, vous payez les taxes communales, vous payez les taxes départementales, vous payez la CSPE, et cerise sur le gâteau, sur toutes ces taxes, vous payez la TVA. Donc il y a des taxes sur les taxes. Et résultat, de quelque chose qui au départ est à 2,5 centimes, vous arrivez à 14. Voilà, donc ça veut dire qu'actuellement, rien n'est compétitif, même pas les renouvelables, même pas le charbon. Le prix est tellement bas, le prix actuel de la reine, je crois que c'est 4,2 ou 5, quelque chose comme ça, mais il ne faut pas faire de projection sur les prix, actuellement ça ne veut rien dire, et les prix, ce sont essentiellement des taxes. Donc le prix, c'est pas important. Si, c'est important. Oui, j'étais un peu surpris par le calendrier que vous avez montré parce que finalement il est assez comparable à la fusion. Et donc ça m'amène à la question suivante. Est-ce que vous avez assez de sous? Parce que il y a, bon, c'est 20 milliards, le budget ITER, etc. Ici vous disiez que c'était quelques milliards. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur le budget? Et puis la question c'est, est-ce que ça a un sens de se dire, finalement, compte tenu de ce qu'on a entendu derrière, etc., l'urgence c'est plutôt de développer les RNR que ITER, qui est sur une échelle de temps quand même plus longue. Est-ce que vous avez l'argent qu'il faut à l'échelle française et à l'échelle d'Euratom ou pas? Je crois qu'il ne faut pas... Bon, déjà, ITER ne va pas produire l'électricité, déjà. Donc c'est pas la même chose, et c'est pas les mêmes objectifs qui sont derrière, et pas le même contexte. L'argent, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on travaille avec EDF, en particulier, et on travaille avec le Japon, pour construire le noyau dur qui sera la société Astrid. Voilà. Donc on travaille sur ces hypothèses-là. C'est pas Euratom qui finance Astrid. C'est peut-être des prêts de la Banque européenne, et on a besoin de l'Europe qui nous soutienne dans ce cas-là, des prêts de la Banque européenne pour passer à la trésorerie, mais c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Il faut être réaliste. Ce genre de réacteur, c'est pas... Il y a tellement de propriété intellectuelle derrière que c'est pas des choses qui sont ouvertes. ITER, c'est un autre modèle, parce qu'on ne sait pas si ça marche en fait. ITER doit démontrer que ça marche, et c'est pour ça que tous les pays se rassemblent entre eux, et se partagent toute la propriété intellectuelle. Parce que si ITER ne marche pas, ça veut dire qu'on arrête. Donc on partage le risque. Ici, on a démontré dans le monde que cette technologie marche. Est-ce qu'elle est compétitive? C'est autre chose comme question. Mais elle marche. Voilà, parce qu'on a fait Phoenix, on a fait Super Phoenix, il y a BN600, il y a BN800, voilà, il y a FBTR, il y a eu des réalisations, voilà. C'est pour ça qu'on est sur des modèles complètement différents, et pas du tout comparables. Mais les budgets sont comparables. Les budgets sont comparables. Après, c'est pareil, ça dépend quand on prend la somme telle qu'elle, et après, il y a combien on doit dépenser par an dans l'investissement. C'est ça qui compte pour EDF. C'est combien ça me coûte dans ma trésorerie par an. C'est pour ça que je ne donne pas vraiment de chiffres, parce que ça ne veut pas dire grand-chose telle qu'elle. Ça dépend après de plein d'hypothèses. On sait que c'est un programme qui va coûter quelques milliards. Voilà. Pas dizaines. Pas encore. Ça, c'est le déploiement commercial. La question, c'était, vous dites une durée de vie de 60 ans. Avec des neutrons rapides, comment vous pensez que vous pouvez l'évaluer? C'est-à-dire, plus précisément la question. C'est-à-dire qu'on dit que c'est la cuve, actuellement on l'évaluait à 30 ans, puis 40 ans, etc., avec des neutrons thermiques. Oui. Maintenant, avec des neutrons rapides, comment ça se passe? En fait, par la conception, on est quand même sur une situation très très différente. Entre le cœur ici et la cuve ici, et même ce redent qui va voir quand même quelque chose, on a tout un nombre de rangées, de protection neutronique. Donc en fait, on a des structures. Alors ici, c'est sur 60 ans, c'est même pas 0,1 dPa sur la cuve principale. Donc les structures auxquelles il faut faire attention, c'est le sommier et le bouchon couvercle.
Alors, le bouchon converteur, c'est vraiment un challenge, parce qu'il est soumis à des fluctuations thermiques importantes. On sort à température moyenne 550 degrés, mais il y a une variabilité de 20 degrés suivant les endroits, selon les assemblages. Et puis, il est soufflu, en partie. Même s'il y a une protection neutronique ici, il est soufflu. Et donc, on a prévu de pouvoir, sur Astrid, remplacer le bouchon couvercle-cœur, si besoin. On a prévu de mettre des matériaux témoins, proches justement d'irradiation, comme on fait sur les REP, le programme de suivi des irradiations. On prévoit de faire un équivalent dans Astrid pour anticiper le vieillissement. Et puis, il y a le sommet. Voilà. La dernière question. Et après... Il y a Phoenix aussi, quand même. Alors, Phoenix, on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions, mais c'est vrai que Phoenix, on a tout un programme. C'est une bonne question et bonne remarque. En fait, bonne remarque. On a ce qu'on appelle le trésor Phoenix. C'est le nom qu'on lui donne, d'ailleurs. Et on a tout un plan de prélèvement de matériaux de structure. Mais ça va dépendre du planning de démantèlement aussi. Pour la question des énergies, vous avez dit que pour la SN, vous ne deviez présenter qu'un seul dossier, soit l'eau, soit le gaz. Est-ce que d'autres projets dans le monde envisagent le gaz? Non. Et quel est le statut actuel de ce saut? Alors, en fait, c'est à la fois non et à la fois oui prospectivement. C'est-à-dire qu'il y a des gros programmes, mais qui sont à long terme, parce que la maturité est assez faible, sur le CO2 supercritique. Le CO2 supercritique peut offrir un rendement supérieur à l'eau vapeur, et ce qui fait que ça peut être intéressant. Mais par contre, le point de fonctionnement du CO2 supercritique est très proche du point critique. Donc la mise au point de la conduite est compliquée. Voilà. Donc nous, on a choisi pour le moment, pour une question de maturité, un gaz qui est l'azote. Donc par contre, on perd énormément en rendement. C'est pour ça qu'il n'y a aucun pays qui s'y intéresse. Mais on voit chez nos partenaires, la Russie, qui commence à se poser des questions. Voilà. En fait, le problème du nucléaire, c'est un problème d'acceptabilité du public, en grande partie. C'est pas économique, c'est l'acceptabilité du public. C'est ça qu'on va le quantifier. Bien, on a déjà grignoté la moitié de la pause. Il reste donc des petites choses probablement à prendre. Voilà, on remercie Nicolas.